The introduction. Bonjour à tous et aujourd'hui le docteur Renaud va nous faire une présentation sur le thème du délire. You can get started. Bonjour à tout le monde, bonjour Aïcha. C'est encore un plaisir pour moi pour participer à cette série de présentations hebdomadaires. Aujourd'hui, on va parler des délires. C'est un sujet assez important, principalement dans le milieu hospitalier. Je pense qu'il est important pour tout médecin pratiquant de pouvoir faire et analyser, évaluer un patient avec un état de délire. Et dans les manuels médicaux et neuropsychiatriques, l'état de délire est défini comme un syndrome neuropsychiatrique aboutissant à un état confusionnel aigu. C'est un dérangement du système nerveux central qui est le plus souvent rencontré chez les patients qui sont malades et très souvent peut aboutir à un mauvais diagnostic psychiatrique principalement, et ceci peut aboutir à un délai des interventions médicales ou appropriées. Donc, la définition qui est acceptée pour l'état de délire, c'est une perturbation de l'état de conscience avec une réduction de l'habilité de se focaliser, ou encore il y a un changement aigu de l'attention. Ceci peut se manifester également sur une forme de changement au niveau des fonctions cognitives, du développement d'une perception qui est perturbée et qui n'était pas présent auparavant. Et ceci est très différent de ce qu'on appelle la démence. En général, cette perturbation va se développer dans une période très courte et a une tendance à fluctuer avec le temps. Et en général, une bonne histoire clinique, un examen physique ou encore les données paracliniques peuvent vous mettre sur la piste de cette perturbation neuropsychiatrique. Et ceci a une importance médicale qui est très importante. En termes d'épidémiologie, cet état de délire va se présenter chez 40% des patients qui sont hospitalisés avec un âge de plus de 65 ans. Et on va voir dans les centres orthopédiques, plus de 50% de patients après une chirurgie de la hanche peuvent présenter un état de délire. Dans les salles de soins intensifs, ceci varie entre 30 à 40%. Et dans les salles de médecine interne en général, on va rencontrer environ 20% de patients avec un état de délire. Et dans les centres chirurgicaux, et jusqu'à 15%. Donc, c'est dans le milieu hospitalier, l'état de délire va se présenter, encore identifié, chez les patients, que ce soit dans les centres, dans les salles de post-chirurgie ou encore dans les salles médicales. Les caractéristiques cliniques qu'on va identifier, c'est surtout le développement aigu des symptômes qui va se présenter en forme d'heure ou encore de jour. Donc, cet état de délire n'était pas présent, cette perturbation neuropsychiatrique de perception de la cognition n'était pas présent au moment de la mission. C'est au cours de l'hospitalisation qu'on va rencontrer ces changements. Et ceci va principalement se caractériser par une fluctuation de l'état de la conscience du patient. C'est un patient que vous voyez au cours de votre tournée de la matinée, qui communique, qui parle, qui est orienté, mais au cours de la journée, cet état de conscience va se changer, va être perturbé. Il y a une réduction de l'habilité de maintenir l'attention. Les patients peuvent avoir une forme
ceci peut se présenter sous une forme d'agitation ou encore une forme de somnolence, donc c'est extrême. Et on peut avoir une émotion qui est vraiment extrême, qui est très labile, et des fois, on peut voir des fonctions cognitives peuvent être atteintes. Les formes qui se présentent avec déficit cognitif, on va avoir surtout des difficultés du langage. Il y a le problème de trouver des mots, il y a le problème de pouvoir lire le contenu d'un repas ou encore d'un menu. Et des fois, ceux-ci peuvent poser comme diagnostic différentiel déjà à un patient qui a des troubles qui vont simuler un accident cérébrovasculaire. Il va avoir des problèmes de communication. Encore, les mots vont être incohérents, désorganisés. Et certaines fois, on peut avoir des problèmes au niveau de la mémoire, c'est-à-dire principalement la mémoire à court terme qui peut être atteinte. Le patient peut être désorienté au niveau de l'espace, du temps, et on peut avoir des problèmes de perception. Les patients peuvent avoir des hallucinations visuelles ou auditives, des formes de délusion, et certaines fois, on peut même avoir des hallucinations auditives. Et les patients peuvent ne pas pouvoir performer certaines tâches, comme construire un pentagone, encore dessiner un triangle, ou pouvoir identifier le temps en regardant une horloge ou un réveil. Donc, les fonctions cognitives peuvent être des symptômes présents qu'on peut voir dans l'état de délire, et ceux-ci, certaines fois, peuvent poser confusion à le développement d'un accident cérébrovasculaire. Et ce qui va, dès le départ, vous donner l'information, c'est d'abord l'histoire et également cette fluctuation de l'état cognitif qui va se faire avec le temps, en passant d'un état normal à un état anormal et après à un état normal. Il y a différents types de délires. Il y a des délires qui sont hyperactifs et des délires qui sont hypoactifs. Le patient qui est hyperactif, en général, va être très combatif, va être agité et en général ne coopère pas à l'évaluation clinique ou encore l'évaluation physique. Et certainement, ces patients peuvent avoir beaucoup de problèmes pour pouvoir recevoir des soins appropriés parce qu'ils vont être combatifs et certaines fois, ils vont nécessiter des antipsychotiques ou encore des sédatifs pour pouvoir calmer ces patients. Il y a une forme hypoactive, c'est un patient qui, pour une raison ou pour une autre, soudainement va apparaître très somnolent au cours de la journée. Et ces patients ont des difficultés de pouvoir maintenir une conversation ou encore de rester éveillés. Ils vont avoir des troubles de la perturbation de leur sommeil. Ils vont en général être endormis au cours de la journée. Et ces gens de patients, des fois, si vous ne prêtez pas attention, ils ne vont pas se lever pour faire leur toilette ou encore se brosser les dents. Et des fois, l'état de somnolence peut interférer à la prise des médicaments. Et en général, certaines fois, on peut ne pas identifier ces formes de délire parce que ces patients, on peut penser qu'ils sont en train de se reposer et ceci peut être problématique. Encore, le temps va vous donner l'aspect ou encore un staff de support des infirmières, encore le médecin qui est attentif, va pouvoir avec le temps identifier que c'est un patient non seulement qui va présenter ces symptômes de façon nouveau et ceci va fluctuer avec le temps. Et très rarement, on peut avoir une forme mixte où on peut avoir des patients avec un état somnolent et certaines fois, le même patient, au cours de son hospitalisation, peut avoir une forme qui est très hyperactive.
L'étiologie des délires, ou encore le délirium, c'est une étiologie qui est en général multiple. En général, ce sont des patients qui vont avoir des maladies systémiques. Ceci peut être lié à des médicaments, principalement les médicaments psychoactifs, et il y a des facteurs de risque qui vont être identifiés. En termes d'étiologie, quand vous évaluez un patient qu'on vous appelle qui a un état de délire, qui a un changement de son état mental, il faut toujours penser à les infections, aux infections. Les infections sont très communes. Les infections développées en milieu hospitalier peuvent causer des délires, des infections urinaires, des pneumonies, les méningites, les infections parasitaires comme le paludisme peuvent présenter avec des états de délire. On peut également, avec les examens paracliniques, identifier les troubles électrolytiques, principalement l'hyponatrémie, l'hypernatrémie, c'est un genre de trouble, l'hyperglycémie peuvent aboutir encore se présenter avec un état de délire. Les troubles endocriniens, les patients qui ont une hypoglycémie, les patients avec une hyperglycémie, les patients avec un taux de cortisol qui est très bas, les patients avec des problèmes hépatiques. Si vous avez une encéphalopathie hépatique ou encore les patients avec une irémie encéphalopathique, des troubles d'insuffisance rénale, les patients qui ont une hypoxémie, que ce soit par rapport à une infection comme la pneumonie, les patients qui souffrent des bronchopathies chroniques obstructives, peuvent avoir une rétention du carbone dioxyde et aboutir à une encéphalopathie ou encore des délires. Ou encore, ces genres de pathologies peuvent être la cause du délire, mais également ces genres de pathologies vont placer les patients hospitalisés qui souffrent de ces maladies hospitalisées à risque de développer le délire. Les troubles cardiovasculaires, les patients qui souffrent d'une insuffisance cardiaque congestive avec des problèmes arythmiques, les problèmes au niveau du système nerveux central, les patients avec l'histoire d'épilepsie, d'accidents cérébrovasculaires, peuvent aboutir à un état de délire. Donc, les causes ou encore les facteurs de risque sont très variés. Donc, c'est une évaluation compréhensive de l'examen physique, l'histoire que va vous fournir les membres de la famille, l'histoire que va vous donner le personnel soignant, l'examen paraclinique, qui vont vous aider à décerner est-ce que c'est une pathologie connue qui est la cause ou encore si c'est une pathologie qui met le patient à risque pour développer les délires. Les médicaments sont très importants, que ce soit un retrait de certains médicaments ou encore une toxicité par certains médicaments comme le digoxin, la théophiline. Ces genres de médicaments, ils ont un index thérapeutique qui est très étroit. Ils peuvent se présenter avec des troubles toxiques. Les patients qui sont sous stéroïdes, les patients qui reçoivent des antidépresseurs, les médicaments analgésiques, on appelle les opiacés à base de morphine ou codéine, et les médicaments qui vont affecter l'axe cholinergique ou encore dopaminergique, comme les patients qui souffrent de la maladie de Parkinson, et très fréquemment, les patients qui ont reçu des sédatifs comme les barbiturates, les médicaments à base de benzodiazépines comme le Valium, l'Ativan, peuvent avoir une fluctuation de leur état mental et aboutir à un délire. Donc, il faut regarder la liste des médicaments. Ceci peut être lié à une toxicité, ceci peut être lié à un sevrage ou encore, des fois, c'est une interaction médicamentaire qui va aboutir à l'état de délire. Et certains médicaments antihypertensifs, certains médicaments qu'on utilise pour traiter les infections comme les antibiotiques peuvent aboutir certaines fois
non seulement à état de délire, mais on peut aussi retrouver d'autres éléments qui vont corroborer ces effets secondaires, principalement les antibiotiques. Il y a la cefepime qu'on utilise ici comme un céphalosporine de troisième génération pour traiter les infections à Pseudomonas. Ceci est lié chez les patients hospitalisés. Beaucoup d'entre eux vont développer des pseudocysures de crise épileptique qui vont aboutir des fois à la discontinuation du médicament, encore de l'antibiotique. Comme facteur de risque, on va retrouver principalement les délires chez les personnes âgées. C'est très rare de retrouver un délire chez une personne de moins de 40 ans. Et si vous retrouvez un état de délire, c'est généralement lié à l'infection des médicaments ou encore la consommation de médicaments comme les opiacés. Donc, l'âge, c'est un facteur de risque. Les garçons, pour une raison ou pour une autre, le sexe masculin est beaucoup plus prédisposé à développer des délires, mais dans mon expérience, c'est probablement entre 50% de personnes de sexe féminin vont également présenter avec des états de délire. Les patients qui ont des problèmes visuels, donc si c'est un patient qui souffre de cataracte, de glaucome, de dégénération maculaire, ces gens de patients vont avoir des troubles perceptifs qui vont être altérés quand ils sont hospitalisés. Et principalement, si vous avez un patient qui déjà souffre de pathologies neurologiques, principalement qui a un antécédent d'accident cérébrovasculaire, on connaît les patients qui souffrent de la démence, ces gens de patients vont également être beaucoup plus à risque pour développer les délires durant leur hospitalisation. Et comme on l'avait dit, les patients qui récemment ont subi des interventions chirurgicales en post-op peuvent présenter des états de délire. Les patients qui consomment de l'alcool, des fois, c'est peut-être un syndrome de sevrage alcoolique, mais des fois, ceci ne peut pas aboutir à un syndrome de sevrage complet, mais consommation excessive d'alcool peut aboutir à un état de délire, que ce soit par le sevrage ou dans le retrait au moment de l'hospitalisation. Également, l'alcool de par lui-même peut également contribuer à des troubles à des perturbations électrolytiques comme l'hyponatrémie. Les infections, les patients qui ont une hyponatrémie chronique, les patients qui souffrent d'hypoxémie ou encore de pathologie pulmonaire, et les patients avec l'anémie, ou encore les patients qui souffrent de douleurs chroniques, ces gens de patients sont beaucoup plus à risque pour développer les délires. Donc, ce qu'il faut surtout penser à éliminer, si vous voyez que l'histoire ne corrobore pas avec l'examen physique ou encore avec la liste des médicaments, c'est peut-être des fois des patients qui ont eu des pathologies qui n'ont pas été diagnostiquées. Il faut penser à pouvoir éliminer rapidement ces genres de pathologies. L'encéphalopathie aroniquée, c'est sûr, c'est des patients qui ont une carence en vitamine B1, et on va surtout rencontrer ces genres de pathologies chez les patients qui ont eu une consommation d'alcool très exagérée. Et en général, si vous pouvez retrouver le dossier médical et faire une révision ou encore discuter avec les membres de la famille, on va vous dire que ces patients ont eu des troubles de comportement, encore de cognition, de la mémoire qui précèdent l'hospitalisation. Les patients qui souffrent d'une hypoxie, qu'on emploie la pneumonie, les pathologies, les bronchoneuropathies chroniques et obstructives peuvent présenter avec un état de délire. Les patients avec hypoglycémie peuvent avoir un état de délire, un état de confusion. Les patients avec encéphalopathie hypertensive, encéphalopathie hépatique, les patients avec des infections, principalement la pneumonie, les infections urinaires, les encéphalites ou encore la méningite,
Donc, c'est un genre d'infection, de troubles électrolytiques, les patients avec des signes de toxicité, peuvent présenter un état de lait. Donc, une révision de la liste des médicaments, des antécédents médicaux, un examen de la glycémie et également avec un saturomètre, on peut rechercher, on peut mesurer l'oxymètre de pouls. Déjà au chevet du patient, on peut avoir des informations qui vont vous aider à faire le diagnostic différentiel et identifier la cause du délire. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été évoquées pour expliquer pourquoi certains patients sont beaucoup plus à risque. En général, ce sont surtout des hypothèses qui montrent que ces patients vont avoir un trouble au niveau de la transmission de certains neurotransmetteurs et encore, c'est peut-être une inflammation avec une libération de cytokines qui va aboutir à une perméabilité de la membrane cérébrale et ce genre de perturbation va aboutir à un dysfonctionnement du système nerveux central. Donc, en général, les gens de patients vont avoir une perturbation au niveau des neurotransmetteurs qui, des fois, peut aboutir à une forme hyperactive ou encore à une forme hypoactive. Maintenant, on vous appelle pour évaluer un patient qui a un état confusionnel et vous suspectez que c'est des patients avec un état de délire. Il faut principalement prêter attention à l'état de conscience et également au comportement, à la coopération du patient. Et principalement, dans l'histoire, prêter attention sur l'évolution de ces symptômes avec le temps. Il faut reviser les médicaments et les doses et certaines fois ajouter des médicaments et certaines fois il faut discontinuer les médicaments. Il faut regarder des fois si vous avez un pharmacien hospitalier qui travaille avec vous, une révision de la liste des médicaments peut être la source de l'état de confusion. Et il faut surtout penser avec les patients qui ont une histoire de dépendance aux substances illicites comme les opiacés, l'héroïne, cannabinoïdes, pour pouvoir identifier est-ce qu'on colle l'alcool très principalement, est-ce que c'est un état de sevrage que se présente le patient en général. Si vous avez un patient qui est arrivé pour une appendicite compliquée qui a subi une intervention chirurgicale et vous ne saviez pas que ce patient consommait de l'alcool, en général, 3, 4, 5, 6 jours après l'intervention, le fait que le patient n'a pas accès aux boissons alcoolisées, ces gens de patients vont d'abord présenter avec une perturbation sensorielle, visuelle, des hallucinations qui peut aboutir à un état de sevrage sévère et il faut très tôt identifier ces troubles neuropsychiatriques. Et si vous avez accès au diagnostic paraclinique, il faut refuser le laboratoire à la recherche de perturbations endocriniennes comme l'hypoglycémie, de perturbations électrolytiques, l'hyponatrémie, l'hypernatrémie, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique. Regarder les radiographies pour voir s'il y a des infiltrats ou encore de pathologies pulmonaires sous-jacentes qui peuvent vous mettre sur la piste de l'hypoxémie. Et quand vous examinez le patient, il faut porter beaucoup d'attention sur leur état de concentration, si c'est un patient qui est actif ou somnolent, si c'est un patient qui peut exécuter des fonctions supérieures ou encore si c'est des patients qui également peuvent avoir des perturbations au niveau de leur orientation. Donc, au moment de l'évaluation, vous pouvez voir que le patient apparaît somnolent ou encore actif ou hyperactif. Et ces genres d'informations vont
en collaboration avec les examens paracliniques, vont vous donner la piste, que ce soit c'est une pathologie à aiguë qui se présente ou encore si c'est le délire. Et ce qui est important, c'est toujours savoir quelle a été la fonction de ce patient, la fonction basale de ce patient avant l'hospitalisation pour pouvoir décerner est-ce que c'est un trouvaille qui est nouveau ou encore c'est un patient qui souffrait de pathologie chronique qui était pas diagnostiqué avant son hospitalisation. En termes d'évaluation, on peut toujours faire ce qu'on appelle ici l'examen, le mini-mental exam. L'examen est mini-mental, mais ce n'est pas vraiment sensitif parce que le délire, c'est quelque chose qui va aboutir à une fluctuation. On ne peut pas ne pas décerner vraiment avec cet examen. Ceci n'est pas très sensitif pour pouvoir identifier les patients avec délire. Mais si vous pouvez demander aux patients de faire ce qu'on appelle ici la compte en série de 7, probablement soit additionner ou encore faire une soustraction dépendamment du niveau de l'éducation du patient pour voir si le patient peut performer certaines tâches minimes. On peut toujours poser des questions pour évaluer l'orientation et on peut toujours demander au patient de mémoriser 2 ou 3 mots et 2 ou 3 minutes après demander au patient de répéter ces mots pour pouvoir évaluer la mémoire à court terme. Et ici, il y a des mots qui sont très connus qu'on demande aux patients de répéter de façon on peut demander de façon rétroactive et je ne sais pas quel mot on utilise en Haïti, mais ici on utilise le mot world. On peut demander aux patients, dépendamment de leur fonction, de leur niveau éducatif, de répéter quelques mots pour pouvoir voir la coopération, pouvoir évaluer et s'il y a des troubles de langage et également évaluer en même temps l'attention et la concentration. Ce qui est très important, c'est de faire la différence entre un état de délire ou encore si c'est un patient qui a une exacerbation d'une pathologie psychiatrique sous-jacente. Et ce qui va vous orienter, c'est un patient qui a un état de conscience ou encore un état d'alerte qui est perturbé, le patient est désorienté et c'est un patient qui se présente avec des symptômes aigus. Et en général, ces rangs de patients sont supérieurs à plus de soit 40 ans. Et la présence d'autres pathologies médicales ou encore chirurgicales, la présence d'antécédents médicaux, par exemple, va vous mettre sur la piste entre l'état de délire ou encore des patients qui ont des problèmes psychiatriques comme les maladies bipolaires ou encore la schizophrénie avec une accentuation des symptômes, c'est le time course ou encore le temps ou encore la fluctuation qui va vous aider à faire la différence. Et ce qui est important, c'est ne pas catégoriser un patient avec un état de démence établi avec un état de délire. C'est sûr que les patients qui souffrent de la démence ou encore que ce soit de l'Alzheimer sont beaucoup plus à risque pour développer une carrière de délire. Encore une fois, l'histoire au niveau l'histoire ou encore les membres de la famille vont vous donner l'état de base du patient avant son hospitalisation et ceci va vous aider à faire la différence. Est-ce que c'est un patient qui souffre de la démence et maintenant se présente en état de délire ou encore si c'est un état de délire qui va se fluctuer avec le temps sans pour autant c'est un problème de démence. Et ce qui est très important à savoir en termes de prognostic, ces états de délire peuvent présenter jusqu'à plusieurs semaines avant de retourner à une fonction de base. Donc, ne pas se précipiter pour faire un diagnostic de démentia alors que
c'est un patient qui est dans un milieu hospitalier, qui a de la douleur, qui a subi une intervention chirurgicale et que pour autant, qui n'avait pas une perturbation neuropsychiatrique avant son hospitalisation, avant de faire le diagnostic. Parce que la démence, en général, c'est une progression qui est beaucoup plus insidieuse. Encore une fois, les patients souffrant d'une schizophrénie peuvent avoir une forme de manie qui, des fois, peuvent porter confusion avec un état de délire. Et encore une fois, on va dépendamment pour la schizophrénie, c'est un début qui est surtout en général plus tardive. Et pour les patients avec schizophrénie, on va surtout rencontrer beaucoup plus d'hallucinations auditives comparativement aux hallucinations visuelles qu'on va avoir pour le délire. Les problèmes de mémoire vont être affectés et les problèmes d'orientation sont beaucoup plus rares. Et il n'y a pas de trouble au niveau du langage. Le langage peut être précis, mais il n'y a pas de trouble pour pouvoir trouver des mots, ce qui va être différent avec le délire. Et il n'y a pas vraiment une fluctuation accrue au cours d'une même journée. Donc, les personnes qui vont avoir une manie vont avoir un état agité ou encore hyperactif qui persiste tout au cours de la journée. Pour l'état de délire, ce qui va vous donner l'information, vous pouvez, au moment de votre évaluation, ne pas pouvoir faire la différence, mais c'est surtout avec le temps que vous allez retrouver beaucoup d'informations qui vont vous mettre sur la piste au lieu d'un diagnostic de schizophrénie ou encore état manie, c'est peut-être un état de délire qui peut être lié à d'autres pathologies médicales et non à une pathologie psychiatrique établie. Encore, il y a des patients qui vont avoir des problèmes dépressifs et des fois qui peuvent porter confusion au délire. Et ce problème de dépressif en général va persister beaucoup plus longtemps comparativement au délire qui va être fluctuatif. Et les patients qui ont des problèmes maniques, en général, ils peuvent être très agités, mais très rarement, ils ne vont pas avoir des problèmes cognitifs. Et rarement, les patients avec un état de manie ne vont pas avoir des trouvailles ou des difficultés pour s'orienter. Donc, il y a des éléments cliniques qui vont vous mettre sur la piste entre un état de manie ou un état dépressif. D'abord, le temps. Également, certains de ces troubles cognitifs ou perceptifs peuvent être préservés chez un patient avec un état dépressif ou un état de manie comparativement avec les patients qui souffrent de l'état de délire. Ici, on utilise un mnémonique qui va vous aider à penser aux différents diagnostics différentiels quand vous vous présentez, quand vous avez à examiner ou à évaluer un patient avec un état de délire, qu'on utilise le mot I-Watch-Death. I, c'est pour l'infection, donc pensez aux infections, les infections urinaires, la pneumonie, des cellulites, les méningites, les infections parasitaires. Pensez aux états de sevrage, principalement les patients qui, en termes comme médicaments, c'est principalement les opiacés, les benzodiazépines et également l'alcool, qui va être très fréquent. Les patients qui ont une perturbation métabolique aiguë, une hyponatrémie aiguë qui est très sévère, encore une hypernatrémie. Les patients avec des problèmes endocrinologiques, l'hypoglycémie et l'hyperglycémie, les patients qui ont eu des traumas, que ce soit par rapport au trauma direct ou encore par rapport à la douleur, les patients qui ont des problèmes neuropsychiatriques de base, la démence, les patients avec antécédents d'accidents cérébrovasculaires, les patients avec des intoxications,
avec des médicaments ou encore des substances qu'il consomme. Et très rarement, on peut penser aux métaux lourds, qui est très, très rare. Mais ce qu'on pense ici, c'est ARWH-DEP. En général, il faut penser aux infections, l'hypoxémie, les pathologies sous-jacentes, les substances illicites, l'alcool et les médicaments. Déjà, ceci va vous mettre sur piste pour pouvoir penser à quelle pathologie sous-jacente ou encore trouvaille clinique qui va mettre ce patient à risque pour développer cette perturbation neuropsychiatrique. Le traitement, d'abord, c'est toujours d'identifier la cause sous-jacente. Il n'y a pas un traitement spécifique. Le traitement des formes de délire, c'est identifier les troubles sous-jacents ou encore identifier les facteurs de risque. Et dans le milieu hospitalier, les interventions directes ou encore les interventions aux alentours du patient peuvent minimiser les risques de développer ce état de délire. En général, on place des calendriers, des réveils dans la chambre du patient pour pouvoir maintenir l'état d'éveil, que le patient peut être orienté pour savoir quel est le jour de la semaine, quelle heure il est. Et des fois, on peut demander aux membres de la famille de venir avec des photos et parce que le patient va maintenir ce contact avec la famille, encore ce contact visuel. Et au cours de la journée, des fois, dépendamment du design de la salle d'hospitalisation, il faut laisser ouvert les fenêtres pour assurer une bonne ventilation et la pénétration des rayons solaires qui vont maintenir les patients éveillés au cours de la journée. Et ceci, ces genres d'interventions sont très importantes dans le milieu hospitalier pour pouvoir maintenir l'orientation du patient. Il y a des patients qui ont été hospitalisés dans les soins intensifs, qui ont été paralysés sous ventilateur, principalement au moment de l'infection à COVID-19. Ces gens de patients sont en isolation. Les patients n'ont pas de visite avec les membres de la famille. Il y a très peu de contact avec le staff médical. Ce sont des patients qui, en général, craignent, ne connaissent pas, ne savent pas quelle serait leur évolution. Et également, ces gens de patients souffrent d'une hypoxémie sévère. Ils sont très à risque pour développer des états de délire parce qu'ils sont cloîtrés dans une chambre et avec très peu de contact avec le milieu extérieur. Et même lorsque ces patients sont en contact avec le personnel soignant, tout le personnel soignant est masqué. Donc, le contact visuel, le contact communicatif, le toucher, tous ces genres d'interventions, encore le manque de ces interventions peuvent placer le patient à risque pour avoir un état de délire durant l'hospitalisation. Et on essaie toujours de minimiser les médicaments psychoactifs s'ils ne sont pas nécessaires pour pouvoir calmer un patient. On essaie de ne pas de les minimiser parce que ces gens de patients, même lorsqu'on les utilise des fois pour traiter les formes d'agitation, mais également ces médicaments peuvent aboutir à un effet non espéré et contribuer à l'état de délire. Et maintenant, si le patient est très agité et très confus et le patient peut présenter un état de risque pour le personnel soignant, on peut utiliser des antipsychotiques pour pouvoir calmer le patient comme l'Aldol, comme médicament l'allopuridol de première ligne, entre 5 à 20 minutes. Ceci va avoir une action qui est très aiguë à courte durée pour pouvoir stabiliser le patient. Et très rarement, si le patient peut prendre des médicaments par voie orale, on peut utiliser comme le Seroquel, l'olanzapine, le risperidone, qui sont tous des antipsychotiques à court terme qu'on peut utiliser pour essayer de calmer principalement le patient qui est très agité. Et l'évolution et le prognostic du délire va être très différent dépendamment du nombre de facteurs de risque, mais on sait qu'en général, c'est une pathologie ou encore un syndrome qui va évoluer avec le temps
et des fois, ceci peut prendre des jours avant de retourner à un état de base. Mais en général, et c'est très rarement que cela dure plus de 2 semaines dans les formes sévères. Et on va surtout rencontrer ces formes prolongées chez les patients qui déjà présentaient une pathologie sous-jacente comme la démence. Et il y a des patients, dépendamment de la durée de leur hospitalisation, dépendamment du type d'intervention qui a été performée sur ces patients, dépendamment du nombre de pathologies sous-jacentes, ces gens de patients peuvent ne pas retourner sur leur état de base. Si c'est un patient au cours de l'hospitalisation avec un syndrome de Sévage qui est très avancé, qui a souffert d'un accident, qui a été identifié avec des troubles électrolytiques qui étaient très sévères, qui peuvent aboutir à des séquelles neurologiques permanentes. Les patients avec des stroke ou encore ACV peuvent ne pas retourner à leur état de base. Mais en général, si on identifie les causes de la délire de très tôt, ces gens de patients vont retourner à leur état de base, des fois même avant l'exéa. Donc, ce qui est très important, c'est surtout les membres de la famille vont être très inquiets quand ils voient que ce matin, ils parlaient avec leur proche, il était conscient et orienté. Au cours de l'après-midi, le patient est complètement confus. Donc, l'éducation des membres de la famille, pendant que vous performiez des évaluations pour essayer d'éliminer d'autres pathologies, est très important et il faut fournir une réassurance. Si vous n'arrivez pas à trouver une cause principale, donc la réassurance est clé et il faut leur informer que ceci peut prendre du temps avant que le patient retourne sur un état de base précédent, sur son état de base précédent. Et même le patient peut ne pas comprendre ce qui s'arrive et au moment que le patient est conscient, on peut toujours prendre le temps pour expliquer et laisser des éléments visuels au patient lui-même, de l'expliquer ce qui s'est passé pour essayer de diminuer cette peur et cette confusion. Je vous remercie pour votre patience. Si vous avez des questions en rapport aux différents slides ou encore aux éléments cliniques ou encore des diagnostics différentiels en rapport à la présentation, je suis prêt pour les répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur le chat ou bien vous pouvez les poser et retirer votre micro. Il n'y a pas de questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Non. Eh bien, OK. Bon, si nous avons des questions passées dans la tête, nous allons toujours envoyer par email, nous envoyer au docteur Honor après répondre. Une question. Yes. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Donc, j'ai une question. C'est pour faire je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une marge de différence entre le délire et la dépression, l'état dépressif? Ce qui va vous mettre sur la piste, c'est l'évolution des symptômes, encore la durée des symptômes. Ce qui est très important, le délire, la délire, c'est quelque chose, c'est un syndrome aigu qu'on va rencontrer. C'est sûr que vous avez un patient qui était dépressif avant de venir à l'hôpital, peut également avoir un état de délire. Mais l'élément qui va vous aider à faire la différence, c'est l'évolution des symptômes. Un patient qui est dépressif va vous dire, va préserver son état de conscience et va vous dire que ces symptômes commençaient peut-être 3, 4, 5, 6, 7 mois auparavant, progressif. Il va y avoir des troubles, d'autres troubles, d'autres éléments qui vont
vous aider à faire le diagnostic de la dépression, comme l'insomnie, encore des problèmes de concentration, mais c'est un patient qui est éveillé, qui peut communiquer avec vous et qui ne présente pas de problème de cognition. Maintenant, le patient qui est dépressif peut apparaître somnolent, qu'on ne va pas maintenir le contact visuel, mais c'est un patient qui va être orienté et qui peut même venir vous voir dans votre clinique. Ce patient va maintenir ses fonctions cognitives et exécutives. Peut-être les tâches vont être ralenties, je ne peux pas compléter mon travail. Il va vous dire qu'il est dépressif. Le patient qui a un délire, c'est un état de confusion aiguë et principalement au milieu hospitalier. Donc, le temps va vous aider à faire le diagnostic et la fluctuation, ce qui est très important. Yeah. Alors? Allô? Alors? Maintenant, ma question maintenant pour est-ce qu'on doit faire voir un patient avec délire par un psychologue ou bien par un psychiatre? L'état de délire, c'est un état temporaire qui principalement va identifier, c'est très bon. Le contexte en Haïti peut être différent, mais en général, ceci va être observé au moment de l'hospitalisation. C'est le médecin traitant, l'interniste ou encore n'importe quel service qui va essayer de faire le diagnostic. On peut toujours placer une demande de consultation, par exemple, comme vous, un patient qui a eu une pancréatite ou encore un patient qui avait une cholécystite et qui avait subi une laparoscopie et qui a 6 jours au cours de l'hospitalisation et ce patient est confus. On place une demande de consultation pour le service de médecine interne pour pouvoir évaluer le patient. Donc, dans votre évaluation, vous allez pouvoir décider est-ce que c'est un état de délire ou encore c'est d'autres choses, d'autres pathologies. Cet état confusionnel peut être lié à une infection, peut être lié à l'hypertension, peut être lié à des troubles endocrinologiques ou encore des troubles hémodynamiques, mais ceci également peut être lié à un état de délire. Donc, l'histoire, l'évaluation, l'interrogation du staff va vous donner l'information et dépendamment encore si on vous dit que c'est un état qui est fluctuatif. Ce matin, le patient était complètement OK. Vers 2 heures, il est confus. Et à 7 heures du soir, il est complètement à la normale. Donc, n'importe quel service peut identifier l'état de confusion. C'est ce qui va surtout porter attention. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui développe une pathologie sous-jacente ou encore, si c'est un état de délire, c'est vous, principalement l'interniste, qui va évaluer le patient avec les examens paracliniques pour déterminer de quoi souffre le patient, si c'est un syndrome de délire ou encore si c'est une pathologie sous-jacente qui n'a pas été encore diagnostiquée. Mais c'est possible qu'un patient à la maison, un patient revient de la maison avec un état de délire que les membres de la famille n'avaient pas pu identifier auparavant et présenter à votre clinique, mais c'est sûr que vous allez probablement obtenir l'histoire avec les membres de la famille et également faire des évaluations avant de dire que c'est un état de délire. C'est beaucoup plus typique au milieu hospitalier si vous avez quelqu'un qui était admis pour quelque chose et 5-6 jours au cours de l'hospitalisation, quelque chose, l'état de délire, de confusion se présente, donc il sera beaucoup plus facile pour vous au milieu hospitalier. En Haïti, certaines fois, on reçoit des patients qu'on qualifie d'hystériques. Je vois que tu n'as pas parlé de ça dans votre présentation. Est-ce qu'on peut faire une différence entre le délire et quelqu'un qui a une crise d'hystérie, une crise de conversion? Le terme de délire, ce n'est pas le même terme qu'on utilise dans le langage vernaculaire quand on vous dit que c'est une forme de délire, le langage courant. Le délirium est principalement réservé à une trouble neuropsychiatrique au moment
que se rencontrent principalement au cours d'une hospitalisation. Maintenant, les formes d'hystérie, les autres pathologies, ceci peut porter à confusion et dans la communauté, mais ce que je présentais principalement, c'est l'état de confusion en milieu hospitalier. Encore l'état de confusion aigu en milieu hospitalier. Merci. Je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre présentation. Merci à tous. Merci, Dr. Honor. Merci, Aïcha. Pas de problème. À la semaine prochaine à tous. Bonne semaine. Bonne semaine.